Ce qui est fascinant dans notre métier, ce sont les connexions, parfois évidentes, par exemple le clean code et le TDD fonctionnent très bien ensemble, parfois plus surprenantes, l'éco-conception et les FinOps sont aussi très proches. Et il y en a même qu'on ne penserait jamais à mettre côte à côte. C'est le cas de la sobriété et de la sécurité. Et ce n'est pas juste parce que cela réduit la surface d'attaque. Mais alors, comment se protéger tout en étant sobre? Comment être éco-responsable tout en envisageant tous les cas de figure? Et surtout, pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? Pour répondre à ces questions de mélange, je ne reçois pas Tom Cruise, mais il s'y connaît en cocktail. Arnaud, bonjour. Oh, bonjour, merci. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Je m'appelle Arnaud Philippe, je suis le directeur qualité, sécurité et privacy et j'occupe la fonction également de DPO, donc chez Médiamétrie, qui est l'institut de sondage qui produit les mesures d'audience, télévision, radio, internet, applications, etc. Alors Médiamétrie, je pense que tout le monde connaît peut-être un petit peu de nom parce qu'on l'entend assez régulièrement. Mais j'aurais une première question sur le métier de Médiamétrie. Est-ce que vous ne fonctionnez toujours qu'avec ces boîtiers qui mesurent les choses ou est-ce qu'il y a d'autres types de sondages qui sont menés de mesure de l'audience? Alors, on peut faire trois grands types de mesures d'audience. Il y a une mesure d'audience qui est téléphonique aujourd'hui, qui est l'audience de la radio. Elle est complétée par une mesure d'audience automatique via un boîtier, mais un boîtier qui est aujourd'hui un pager, qui sera demain un bracelet, qui seront portés par les panélistes qu'on aura recrutés, donc qui va permettre une remontée des informations d'audience. On a ce dont tu parlais, hein, le fameux boîtier qui s'appelle chez nous un audimètre et donc qui est installé dans les foyers qui sont panélistes pour la mesure d'audience de la télévision. Et puis on a en complément, pour les mesures d'audience Internet, des informations qui sont remontées directement, toujours par des foyers qui ont accepté de participer à nos panels, via des applications qui remontent les informations d'audience et de consommation Internet des foyers qui participent aux différentes mesures d'audience de Médiamétrie. Ok. Donc on imagine effectivement c'est un nombre d'informations quand même assez important que vous devez processer quotidiennement. Donc tu m'expliquais en préparation que toi tu vois une symbiose assez forte entre la cybersécurité et l'éco-conception ou la sobriété numérique. Déjà, du coup, c'est quoi les problématiques de cybersécurité qu'il peut y avoir chez Médiamétrie? Elles sont pas tellement différentes des problématiques qu'on peut voir et que d'autres entreprises de notre taille peuvent voir. On intervient, on a un métier qui est très techno, qui est très tech, et les problématiques de cyber sont pas différentes de ce que d'autres rencontrent dès l'instant où on est connecté au monde d'Internet. On a tous à peu près les mêmes problématiques. Donc, il se trouve qu'on gère une quantité d'informations qui est conséquente. Donc oui, on a des problématiques un petit peu spécifiques, mais in fine pas tellement différentes de ce que peuvent rencontrer d'autres acteurs du marché, vraiment. Mais est-ce que vous êtes sujet, je ne sais pas, à des attaques d'acteurs qui pourraient avoir envie d'obtenir des informations avant que les diffusions de sondage, voire même d'altérer des scores d'écoute de certains programmes Ça fait partie des risques du métier, ouais. Et toutes les données que vous collectez, elles sont toutes anonymisées, j'imagine. Enfin, tu vois. Alors on a tout un process de collecte d'informations qui va faire en sorte que dès l'instant où l'information est traitée, on a une anonymisation de la donnée, de sorte que la donnée personnelle dans le système d'information circule le moins possible. Ok. Donc ça veut dire que pour vous, j'imagine, RGPD, ça a été
quand RGPD est arrivé, alors je ne sais pas quel rôle tu avais chez Médiamétrie, parce que RGPD, ça commence à dater un peu. Ouais. Donc je ne sais pas quel rôle tu avais chez Médiamétrie à l'époque, mais j'imagine que c'était une évidence pour vous, RGPD. C'était quelque chose que vous pratiquiez déjà depuis... Ouais, on n'a pas attendu le règlement général sur la protection des données pour s'occuper des données personnelles. C'est la matière première, quelque part, de notre métier. C'est-à-dire que si personne, demain, n'accepte de participer à nos panels, ben, on n'a plus de data. Si on n'a plus de data, on ne produit plus de mesures. D'accord ? Donc, il y a vraiment ce paramètre-là à prendre en compte et qui est pris en compte. Moi, je crois que je suis entré, ça fait 25 ans que je suis chez Médiamétrie, je suis entré, j'étais stagiaire, et je crois que les premières interventions que j'ai pu faire autour de la donnée personnelle, c'était au début des années 2000. Donc, tu vois, c'est vraiment une problématique qui est ancrée dans les pratiques de l'entreprise et dans la manière dont on pense, en fait, le produit qu'on est en train de mettre en place. Mais du coup, tu nous parles de cette approche de données que vous avez depuis longtemps. J'ai envie de dire, c'est quand même tout à votre honneur, parce qu'on connaît des acteurs qui ont aussi un attrait important autour de la donnée et qui ont plutôt une approche très... comment dire, j'ai envie de dire gargantuesque ou gloutonnesque, tu vois, essayer d'absorber le maximum d'informations en disant il y a bien un jour où ça nous servira. De ce que toi tu décris, j'ai l'impression que vous avez quand même une approche un peu plus comment dire, qualitative, soft, ouais, de éthique, c'était ça le mot que je cherchais, de l'information. Alors, ça, on le fait autant que faire se peut, d'avoir une minimisation de la donnée qu'on va collecter, et je crois que c'est vraiment l'un des apports du RGPD. Alors, nous, on l'a toujours un petit peu pensé comme ça, mais le RGPD a fait en sorte que, même pour des entreprises comme nous qui travaillons sur de la donnée personnelle et qui avons quelque part dans notre ADN le fait de penser la confiance qu'on a, la confiance dans la relation qu'on noue avec les panélistes, nous engage vis-à-vis d'eux et nous impose à un moment donné des règles de déontologie strictes à respecter. Et voilà, et donc j'ai perdu le fil de ma... Quelle était ta question ? C'est pas vraiment une question, mais c'était plus une remarque. En fait, on connaît des acteurs, on a l'exemple d'Uber, par exemple. Sur l'aspect gloutonesque. Pardon. L'idée, là, c'est vraiment qu'on expose le moins possible les données des individus qui participent à nos panels. Donc, moins on en collecte, moins on expose, et on réduit les risques, et surtout... on protège leur vie privée. C'est-à-dire que les informations que nous renvoient les panélistes donnent des informations sur leur mode de consommation. Et leur mode de consommation, c'est leur vie privée. Donc, on a, nous, cet engagement-là vis-à-vis d'eux. Et donc, on fait en sorte qu'on ne collecte que ce dont on a besoin et que ce dont on n'a pas besoin, même si, par exemple, c'est collecté automatiquement. Je pense à des informations qui remontent avec Internet. On va avoir... bien évidemment, une adresse IP qui va arriver. Si on n'a pas besoin de l'adresse IP, à un moment donné, elle dégage dès l'arrivée dans les systèmes. Donc voilà, c'est penser à un moment donné les choses de cette façon-là. Et donc ce que je disais, pardon, ça y est, ça me revient, même nous qui avons quelque part ça dans notre ADN et dans la manière d'aborder les choses, l'avantage du RGPD, c'est que ça nous a obligés à un moment donné à nous poser des questions en se disant « mais est-ce que ça, vraiment, on a besoin de tel type d'information ? Est-ce que cette information-là, on est obligé de la garder tant de temps ou est-ce qu'on peut réduire la durée de conservation ?» Et l'idée est de trouver le bon équilibre, à la fois en termes de minimisation de la donnée et de ne pas venir, en fait, grever les opportunités qu'il pourrait y avoir à l'avenir. Donc, c'est vraiment penser cette information-là dans cette optique-là. Et je pense que les profils qu'on a chez Médiamétrie, qui sont des profils essentiellement de data scientists ou d'ingénieurs, aident à ça. Parce que alors, aide à ça, parce que c'est aussi la culture de l'entreprise. C'est pas forcément inné chez tous les data scientists et chez tous les ingénieurs. Mais je pense que la combinaison de la culture de l'entreprise, de la manière dont les managers abordent ce type de sujet et l'esprit aussi dans lequel on demande une agilité
à nos collaborateurs sur la manière d'aborder la data fait qu'on arrive à avoir cette position-là et à développer les choses dans cet esprit-là. Ok. Parce que, tu vois, moi, tu me mets dans une pièce et tu me dis, écoute Bruno, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette donnée-là dans nos sondages ? Moi, je sais que je vais prendre ça comme un challenge. Je vais essayer de trouver les contextes dans lesquels on peut avoir besoin de cette donnée-là et à quoi elle pourrait nous servir. Je pense que j'aurais du mal, personnellement. Tu vois, moi, je le prends vraiment comme un challenge en disant, ok, d'accord, on a cette donnée-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire avant de se dire, on la jette ? Alors, mais c'est tout le travail des équipes marketing qui est de construire à un moment donné le produit et de dire, voilà, le besoin du client est celui-ci. Pour répondre à ce besoin-là, voilà ce qu'on peut faire. Et dans la masse d'informations que l'on pourrait collecter, quelles sont les vraies informations qui vont servir à ça ? D'accord ? À l'occasion de la collecte, si je prends l'idée de l'adresse IP, est-ce qu'on a besoin de cette adresse IP ou pas ? Est-ce qu'elle peut servir à autre chose ? Est-ce qu'elle peut nous permettre de répondre à un autre besoin client ? Donc ça, c'est dans la manière dont, by design, on va construire les produits. Et pour te donner un exemple de la manière dont on aborde les choses, quand on est en comité de direction et qu'on a des chefs de projet qui viennent nous présenter les études d'opportunité et les études de faisabilité, on a de facto un point privacy. Et donc un point privacy sur quelles sont les données qu'on va collecter, est-ce qu'on en a besoin et combien de temps on va les garder. Et donc ça c'est vraiment ancré, donc ça remonte jusqu'au comité de direction, ce type de problématique. Et l'idée c'est que chacun à un moment donné, c'est pas juste le DPO qui est responsable de la manière dont se font les choses, c'est que chacun à un moment donné, dans son travail au quotidien, doit penser les choses de cette manière-là. Et donc on a organisé ça structurellement, de sorte que ces questions-là ne soient jamais oubliées et qu'on en discute. Donc on soit conscient de la manière dont on identifie le besoin client et de ce qu'on va mobiliser pour répondre à ce besoin. C'est assez rare quand même d'avoir une entreprise qui ont aujourd'hui une... tu vois, quand ce que tu décris, j'ai presque l'impression de me dire ton rôle de DPO au final est quasiment comment dire, pas nécessaire, inutile, parce que si tout le monde le porte de manière intrinsèque, c'est-à-dire que tu as eu un travail, t'as eu un travail du DPO avant qui a été exceptionnel, qui fait qu'aujourd'hui, c'est effectivement, t'as plus besoin d'être là pour t'assurer que les gens respectent ces règles-là. Moi, je connais quasiment aucune structure aujourd'hui qui est à ce niveau de maturité sur l'ensemble de la structure, j'entends. Alors, le rôle du DPO, il est effectivement de s'assurer que les fondamentaux restent acquis et que chacun, dans son rôle, ait conscience de l'impact qu'il peut avoir sur de la donnée. Et quand on a de la donnée personnelle, savoir que chacun soit capable d'identifier que la donnée qu'il a entre les mains, c'est de la donnée personnelle. Et que si, par hasard, les règles ne sont pas décrites autour de cette donnée personnelle, il y a une remontée d'informations vers le DPO qui est là pour conseiller, accompagner et driver un petit peu la mise en place des paramètres qui vont, des paramètres de gestion qui vont entourer cette donnée personnelle. Donc ça, c'est le rôle, quelque part, au quotidien du DPO. Et après, il y a toutes les sollicitations sur l'avenir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a bâti là, c'est effectivement un socle, mais l'entreprise évolue, les besoins évoluent. On est sur un secteur qui est extrêmement mouvant, avec des besoins qui sont très particuliers. Et donc, les questions relatives aux données personnelles, c'est important qu'elles soient à peu près clarifiées en interne, de sorte que moi, DPO, je puisse avoir un dialogue avec mes homologues, chez nos interlocuteurs, chez nos fournisseurs, chez nos clients, de sorte que l'ensemble de la chaîne soit, si ce n'est homogène, au moins applique tous les bons principes qui font la compliance de l'entreprise par rapport à la protection de ce type d'informations. Mais du coup, quand tu communiques justement avec tes homologues chez vos clients et autres, est-ce que tu as quand même l'impression qu'ils ont le même niveau de maturité
que ce que vous pouvez avoir chez Médiamétrie. Oui, il y a des très bons niveaux de maturité chez nos clients. Après, on peut avoir des clients dont on peut avoir l'impression qu'ils n'ont pas le même niveau de maturité. C'est juste que la position du DPO n'est pas toujours la même dans toutes les entreprises. Nous, on a choisi d'avoir une position du DPO qui est exfiltrée des entités opérationnelles. C'est-à-dire que moi, dans ma fonction de DPO, je reporte au comité de direction, au président. Voilà. Et donc ça donne aussi une indépendance dans la manière dont on aborde les choses. Il se trouve qu'en plus... Ça donne aussi une importance, un niveau d'importance. Exactement. On voit que ça en va très plus, haut. donc le poste que j'occupe aujourd'hui est membre du comité de direction. Et donc, dans la manière dont on aborde les choses, ça veut dire aussi que quand, autour de table hebdomadaire du comité de direction, quand il y a des problématiques qui émergent par rapport à la privacy, ben moi, je suis là pour soit aiguillonner, soit apporter des réponses, soit accompagner dans les problématiques qui peuvent se poser à nous. Donc ça aussi, c'est super important. Et je ne crois pas que... alors après, c'est des choix d'organisation. Hein. Le choix d'organisation qu'on a fait n'est pas idéal. Il convient à notre culture d'entreprise. Après, on a des DPO qui n'ont pas ce niveau hiérarchique d'avoir la possibilité de régulièrement rappeler la bonne parole, quelque part, à l'ensemble du management de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire... Ils ont certainement d'autres moyens de le faire. Mais c'est des choix d'organisation, et ces choix d'organisation, à un moment donné, ils ont un impact sur la manière dont on aborde le sujet. Encore une fois, nous, si on compare Médiamétrie, alors on va faire la comparaison à une voiture électrique, les données personnelles, c'est l'électricité qui fait avancer la voiture. Hein. Donc, oui, c'est ça, c'est que... Voilà, nous, si on... de votre maturité, c'est que c'est le cœur de votre business, là. Voilà, nous, pas de données personnelles, pas de produits. Hein. Enfin, non, pas de données personnelles, pas de produits. Je veux dire, les panélistes qui travaillent, enfin, qui participent quotidiennement à la mesure d'audience, il faut bien qu'on sache qui c'est pour aller installer les boîtiers. Il faut bien qu'on ait de l'information sur le socio-démo pour avoir une belle image pertinente de la population française au sein de notre panel. Donc tout ça fait qu'on va traiter de la donnée personnelle. Après, à nous d'avoir cette agilité dans la manière dont on va construire les traitements pour que la donnée soit la moins personnelle possible dans le process de traitement. Et c'est l'une de nos nombreuses mesures de protection autour de cette information-là. Le panel, c'est notre cœur de business. Hein. Okay. Est-ce que tu sens aussi que depuis la sortie de RGPD, c'était quoi? C'était il y a 10 ans RGPD à peu près Ah non, RGPD 2016 et entrée en vigueur totale 25 mai 2018. Ah oui, non, c'est beaucoup plus récent, effectivement. C'est beaucoup plus récent. Est-ce que tu as l'impression quand même que ces sujets de données personnelles sont un peu plus présents, notamment peut-être chez vos fournisseurs d'informations? Je ne sais pas comment vous les appelez, les panélistes. Voilà. Alors, est-ce que c'est un sujet qui, pour eux, est de plus en plus important et sur lequel on vous épingle, entre guillemets? Absolument, mais je pense que n'importe quel grosse entreprise ou entreprise de taille moyenne qui est un peu exposée sur du traitement de données personnelles vous dira que dans les 10 jours qui ont suivi l'entrée en vigueur du RGPD, de toute manière, il y a eu, je sais pas, des dizaines de docs, de reportages télévisés sur le sujet. Et donc, il y a eu une sensibilisation, mais c'était l'objectif aussi de l'Union européenne, que d'avoir une sensibilisation du citoyen par rapport à ces données, que le citoyen soit conscient des données personnelles qu'il génère et de la manière dont elles sont traitées. Donc, voilà. Et donc, on a eu, une explosion il y a eu un pic dans les 3 mois qui ont suivi le 25 mai 2018. Oui, il y a eu un pic de demandes, de questions, de refus de traitement, etc. Parce que les gens, le citoyen lambda a pris conscience des droits qui étaient attachés aux données qu'il fournissait à SNCF Connect, à Facebook, à Médiamétrie s'ils sont panélistes, à
je sais pas, Ipsos, s'ils répondent à une enquête d'Ipsos, tout ça, oui, ça, ils en ont bien eu conscience. Et on a tous constaté une augmentation des demandes dans les mois qui ont suivi. Après, ça s'est un peu tassé, parce que voilà, la vie fait que... Mais globalement, on a quand même des individus, oui, qui ont beaucoup plus conscience des données qu'ils génèrent et des droits qui y sont attachés. Et d'un point de vue citoyenneté, moi, je trouve que c'est plutôt positif d'avoir carrément. des gens qui ont conscience que quand ils répondent à un questionnaire, ils ont un certain nombre de données qui sont générées, et que ces données-là, elles leur appartiennent, et qu'ils ont un droit de regard dessus, et qu'ils ont un droit d'accès, un droit de rectification, un droit de suppression des données. Voilà, ça me rassure effectivement que tu aies ce sentiment, parce que moi, j'avais pas l'impression qu'il y ait eu une grande évolution de la prise de conscience du citoyen sur ces sujets-là. Donc c'est toi qui es quand même plus au cœur de ces sujets-là, ça me rassure de me dire que... Ouais, moi je trouve que... Et puis en plus, il y a des gens qui posent des questions vraiment pertinentes. Alors, il se trouve que sur le site de la CNIL, il y a quand même énormément d'informations qui permettent de poser les bonnes questions aux interlocuteurs. Donc voilà, mais... Non, moi, je suis pas totalement pessimiste. Ouais. Après, est-ce que tout le monde est toujours conscient de toutes les données qui circulent ? Voilà, on baigne dans le monde de la tech, donc oui, on voit bien l'ampleur du phénomène. Je pense que quelqu'un qui n'a pas forcément cette culture-là, ou qui ne baigne pas dedans tous les jours, n'a pas forcément conscience de la quantité d'informations qui sont générées autour de son profil. Mais voilà, c'est aussi là où des législations comme le RGPD, comme l'IA Act, dont on a parlé énormément ce week-end, viennent à un moment donné aiguillonner le citoyen, le citoyen lambda, et lui faire à minima se poser des questions. Après, à la sphère étatique d'organiser la réponse et la fourniture des bonnes informations pour que chacun, après, agisse en fonction de ce qu'il a envie de faire. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure notamment tu prenais l'exemple de l'adresse IP. Dans quelle mesure est-ce que vous pratiquez de l'enrichissement de données ? Parce que je sais que, j'imagine que chez Médiamétrie, la qualité de l'information que vous avez est primordiale pour en sortir une bonne analyse derrière. L'enrichissement de données, on sait que c'est parfois très utile, mais c'est aussi des outils statistiques qui font que ça peut peut-être potentiellement altérer ta qualité de l'information. Tu vois, par exemple, est-ce que ton IP, tu t'en sers pour aussi avoir une donnée géographique, pardon. Non. On fait en fait la seule chose qu'on va identifier. En fait, on a aussi une mesure dite site-centrique pour la mesure de la vidéo. Et en fait, la seule chose qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une consommation en France, ou est-ce qu'il y a une consommation à l'extérieur de France. Si elle est à l'extérieur de France, elle sort, parce qu'elle n'a pas de... Nous, on fait de la consommation sur le territoire français, et c'est tout ce qu'on fait avec l'adresse IP, tu vois, en termes d'identification géographique. Mais de manière générale, au-delà de... sans chercher vraiment des exemples précis, mais est-ce que, à partir des données que vous collectez, vous arrivez à générer d'autres données que vous utilisez après pour vos sondages ? Alors, en fait... on va rentrer dans un domaine qui n'est pas forcément le mien en termes techniques, mais je vais essayer d'être à peu près clair. C'est que les équipes scientifiques, donc les data scientists, sont bien évidemment capables, à un moment donné, de comprendre l'information et de générer de l'information à partir de l'information reçue. Mais ce qu'on va faire, quoi qu'il arrive, c'est s'assurer qu'on ait à chaque fois la protection de la vie privée de l'individu qui a remonté l'information qui va bien. De sorte qu'il n'y ait pas d'impact à un moment donné de choses qui soient révélées qui ne devraient pas l'être. Ouais. Et donc, du coup, sur des aspects de cybersécurité, qui est du coup aussi un des sujets qu'on évoque aujourd'hui, donc tu nous as expliqué de manière un peu subtile, sur le fil de différentes réponses, qu'il y a une séparation assez forte entre la donnée de chaque panéliste et de ce qu'il consomme en direct, pour pas qu'on puisse faire le lien. Comment est-ce que déjà vous vous assurez de ce genre de séparation ? Est-ce que vous avez
je sais pas, des systèmes techniques en place avec des séparations, je sais pas, géométriques des données, un endroit et puis un autre à un autre. Enfin, tu vois, comment est-ce que vous protégez ces informations qui sont le cœur de votre métier, quoi. Alors là, je suis désolé, mais Oui, tu peux pas tout dire. Non, j'imagine. Non, je peux pas tout dire et je peux pas tout dire et je vais même rien dire parce que ouais, là pour le coup, on est sur un truc qui est très confidentiel chez nous. Ok. J'entends. Mais du coup, on comprend que c'est quand même un sujet sérieux et qui est pas. Ouais, je vous l'ai dit, hein, c'est l'électricité qui fait avancer la voiture électrique. Donc moi, il faut que l'électricité, elle continue. Enfin, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'électricité, elle continue à arriver dans le moteur de la voiture. Il y a au sein de RGPD, il y a des obligations légales de pouvoir garantir qui a accès à l'information et qui a accédé surtout à l'information à chaque instant. Alors la question peut paraître naïve, mais juste, est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà en place, des systèmes de check-in comme ça que vous aviez en place depuis longtemps, ou RGPD vous a quand même un peu secoué dans la mise en place de certaines solutions de ce calibre-là? Non, c'est pas RGPD qui a secoué, c'est juste le fait qu'il y a une maturité à un moment donné qui fait que on se dit que comme je l'ai expliqué, hein, ces données-là, elles sont vraiment importantes et à un moment donné, il faut qu'on trace qui a accès à quoi. Enfin, la gestion des identités et des accès, c'est quelque chose de primordial dans le système d'information de l'entreprise. Et c'est pas le RGPD qui a poussé aux améliorations qu'on a pu mettre en place autour de ça. Ok. C'est vraiment le besoin autour de ce trésor de guerre, quelque part, et du coup, sur l'aspect sobriété, éco-conception ou éco-responsabilité, qui est différents aspects, on va dire, de traitement de ce sujet important, qui est l'impact environnemental qu'on peut avoir avec la tech, de manière peut-être un petit peu naïve, encore une fois, j'imagine pas Médiamétrie comme étant un gros pollueur, parce qu'on se dit que certes, vous avez beaucoup de données, mais au-delà de ça, je vous vois pas construire des appareils avec des batteries sur des sites collectés, on ne sait où, à travers le monde. Enfin, tu vois, je vous perçois pas comme forcément étant un gros pollueur. Donc, du coup, vos critères ou vos engagements ou vos axes d'amélioration, ils sont où? Alors, est-ce qu'on est un gros pollueur? On est un pollueur parce qu'on est une entreprise et qu'on vit et que, voilà. Donc là, à partir de là, la manière, c'est l'esprit, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend en compte cette problématique-là? Comment est-ce qu'on prend en compte cette problématique environnementale? Et comment est-ce qu'on la prend en compte sur le scope le plus large, donc le scope 3. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très concret. On a des panélistes, donc, et ces panélistes ne sont pas rémunérés, d'accord? Mais ils ont une rétribution de leur participation au panel, donc, via des chèques cadeaux. Ces chèques cadeaux, ils vont aller les dépenser. Et donc, le scope 3, ça veut dire qu'on va penser, on va aller jusqu'à la pensée et englober dans notre scope pas d'éco-conception, mais de bilan carbone, si le panéliste achète un grille-pain qui surconsomme ou un radiateur qui surconsomme ou des carottes bio avec son chèque cadeau, et ben, l'impact environnemental n'est pas le même. D'accord ? Donc on va penser jusqu'à la consommation, à la manière dont le panéliste va consommer sa rétribution, la rétribution que Médiamétrie lui donne. On pourrait s'arrêter à dire, on lui a donné, il fait ce qu'il veut avec. On lui a donné 20 €, ce qu'il en fait, c'est pas notre problème. Non, ce qu'il en fait, c'est notre problème. Et ça rentre dans notre scope, et donc c'est ce qu'on appelle le scope 3. Et donc ce scope 3 est celui qui va à un moment donné avoir le plus d'impact sur notre bilan carbone. Pour te donner un petit peu une idée de la manière dont les choses ont évolué, donc on conçoit les audimètres qui vont être installés chez nos panélistes. D'accord ? Il y a un audimètre maintenant qui est un petit peu vieux, mais ça va te donner une idée du chemin qui a été parcouru. On a un audimètre qui est en fin de vie, mais qui est encore présent dans certains foyers panélistes.
cet audimètre, il consommait plus de 220 kWh par an. D'accord ? On est sur un truc qui... Ça commence ça commence à consommer. L'audimètre dernière génération, qu'on installe chez nos panélistes, consomme 25 kWh par an. Donc c'est une division quasiment par 100 de la manière de consommation. Et donc, rien que ça, cette consommation-là, elle rentre dans notre bilan carbone. Hein. Donc, cette division par 100, t'imagines bien que c'est un travail. Alors, c'est un gros travail des équipes, des équipes techniques de développement, hein, de penser, d'éco-concevoir ce type d'appareil pour qu'il soit le moins consommateur d'énergie possible. Et donc, in fine, dans cette démarche-là, on arrive là aussi à avoir une réduction de l'empreinte carbone. Donc, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça veut dire que dans la manière dont les équipes ont conçu l'outil, elles ont pensé ça. Elles ont pensé cette consommation électrique. Et comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ce soit le plus restreint possible, mais toujours... Alors, c'est tout le paradoxe, mais c'est le paradoxe de l'éco-consomption, hein, tout en répondant aux besoins qui est celui de l'outil qu'on est en train de développer. Et qui, donc, lui, grandit d'année en année. Voilà, qui doit remonter de l'information, une information de plus en plus diverse, parce que de plus en plus, on a des appareils qui sont multiconnectés au téléviseur, et que il faut qu'on puisse comprendre les remontées des différents signaux, etc. Donc, voilà, la fonction, ce que doit faire l'audimètre aujourd'hui n'est plus ce qu'il faisait avant, et en même temps, sa fonction est toujours la même, qui est de remonter de l'information d'audience. Mais il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit lisible par nous, et en même temps, on lui dit, Coco, en plus, tu consommais plus de 200 kWh par an, maintenant, il faut que tu n'en consommes que 25. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on on ménage l'ensemble pour... toujours répondre quand même aux besoins. Alors après, il y a des évolutions technologiques intrinsèques qui ne sont pas faites par nous, qui aident bien évidemment ça, hein, évidemment. Oui, mais vu la proportion du gain qui a été fait, il n'y a pas que les gains constructeurs. Non, mais il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail d'éco-design qui a été fait. Ouais. Je reviens juste parce que tu nous as parlé du scope 3, comme si cette définition du scope 3 était une évidence pour tout le monde, mais j'imagine que ça l'est pour vous parce que c'est quelque chose qui semble quand même inhérent chez vous. Tu te bases, c'est quoi, c'est un référentiel sur lequel vous vous basez cette définition de scope 3, ça vient d'où ? Il faut aller voir le site de l'ADEME. Ok. Ouais, c'est une définition totalement officielle. Il y a scope 1, scope 2, scope 3, et l'ADEME explique ça très bien et beaucoup mieux que moi. D'accord. Non, mais parce que du coup, pour toi, c'était une évidence. Oui, mais en fait, pardon. Tout le monde n'a pas forcément connaissance de ce référentiel. Non, mais c'est très bien expliqué sur le site de l'ADEME, donc j'invite tout le monde à aller jeter un l'ADEME, tu peux me rappeler ce que c'est Attends, je cherche vite fait. ADEME. Ouais, parce que là, ça, c'est l'emploi du Luxembourg, donc ça ne doit pas être celui-là. Non, c'est pas... L'Agence française pour la transition écologique. Exactement. Voilà. Ok. On mettra le lien en description. Voilà, parce absolument. Et donc là, sur le site de l'ADEME, il y a tout ça est très bien expliqué. Nickel. Et alors du coup, c'est quoi le lien que toi tu fais entre ces problématiques de cybersécurité assez fortes que vous avez et ces notions d'éco-conception, de responsabilité ou d'impact carbone? Alors, le lien, il est sur... c'est moi qui vais dire ça, mais le moins on a de data, le moins on est exposé, le moins on a d'exposition, et donc le plus on réduit le risque. Et donc, le moins on a de data aussi, le moins l'impact carbone de cette data est fort. Donc, l'idée est de penser l'ensemble pour que on ait la data suffisante pour répondre, pour jouer le rôle que l'on a sur le marché, qui est de produire une mesure en toute transparence avec nos clients, et à la fois d'avoir un impact carbone qui soit le plus restreint possible. On a un objectif qui est fixé par la présidence de l'entreprise, de réduire notre empreinte carbone de 50% en 2030 versus 2020. Donc, il y a du travail, parce que entre les deux, on a aussi des besoins clients qui émergent,
des volontés d'avoir une information qui soit la plus précise possible, la plus pertinente possible, la plus granulaire possible pour comprendre les évolutions, les comportements de consommation média, etc. Et donc, penser tout ça en éco-conception, c'est un vrai challenge pour les équipes, et c'est un vrai challenge pour l'ensemble de la direction de l'entreprise. Et donc, je te parlais tout à l'heure de la manière dont, en comité de direction, en étude d'opportunité, on aborde les questions de privacy. Ben, on aborde aussi les questions environnementales. C'est-à-dire qu'un nouveau produit, un nouveau service, étude d'opportunité, présentation de l'étude d'opportunité en comité de direction, et dans les fourches codines à passer, il y a l'impact environnemental du nouveau produit ou du nouveau service. Comment est-ce qu'on conçoit les choses? Quels sont les acteurs, fournisseurs, partenaires qu'on va avoir? Et donc, quel va être, in fine, l'impact du nouveau produit ou du nouveau service sur notre bilan carbone? Parce que nous, on a 2030, l'objectif qui est celui que j'ai décrit. Donc, là encore, de la même manière que sur la privacy, ma conviction, c'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'à un moment donné, on a impliqué jusqu'à la direction de l'entreprise. Et que c'est la direction de l'entreprise qui aussi donne le tempo, fait les arbitrages, pas toujours plaisants, et des arbitrages qui peuvent être à la fois stratégiques et à la fois techniques. Donc, on a... c'est pas l'arbitrage le plus simple que je peux décrire aujourd'hui. Alors ça a été une décision d'entreprise, mais on a plus chaud en été et on a un peu plus froid en hiver. Alors, on n'a pas froid, faut pas exagérer. Ouais. Mais voilà, typiquement, la consommation du bâtiment, alors je ne sais plus à combien on a baissé, mais on a baissé d'1 ou 2 degrés le chauffage et on a limité la clim l'été. Donc, voilà, ça fait partie de choix qui ont pu être faits. Dans les choix, après on a des choix qui ont des impacts aussi financiers. Je vais prendre un exemple. On a un fournisseur de cloud qui aujourd'hui n'est pas en France, je ne dirais pas où il est, je ne dirais pas qui c'est, mais on a un fournisseur de cloud qui héberge donc nos données sur un territoire de l'Union qui est très carboné, parce qu'une électricité essentiellement produite par le charbon, et bien on est en train de rapatrier la majorité de notre cloud sur le territoire français, parce que l'électricité est moins carbonée. Et le coût n'est pas le même. Ouais. Donc, c'est aussi des choix, d'engagement par rapport à notre stratégie environnementale. Ça a des impacts au quotidien pour les collaborateurs, mais ça a aussi des impacts financiers dans la structure financière de l'entreprise, dans la manière dont on va penser les produits et les services, et dans la manière, à un moment donné, dont on va les facturer. Parce que, bien évidemment, un cloud hébergé en France n'a pas le même coût qu'un cloud hébergé à l'étranger. Donc, il y a des impacts financiers. Alors après, la manière dont on pense les choses, et je rebondis sur la question de cybersécurité, moins on a de data, pas mieux on se porte, mais plus on réduit le risque et plus on maîtrise mieux les risques, ça permet aussi de maîtriser les coûts. Alors oui, mais du coup, tu es quand même sur une ambivalence qui est compliquée. C'est que effectivement, moins tu as de data, moins tu es attrayant pour des cyberattaquants, mais moins tu es capable de donner un résultat pertinent à tes clients. Mais donc, c'est là où il y a une agilité managériale qui intervient. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on stimule à un moment donné nos data scientists, nos ingénieurs, pour faire en sorte qu'on puisse toujours répondre aux besoins du client, qu'on soit capable de suivre les évolutions des besoins du marché, et qu'en même temps, on ait cette... alors, le mot est un peu fort, mais cette espèce de carcan dans lequel on se met, parce qu'on a cette ambition sociétale d'avoir un impact environnemental qui soit le plus faible possible. Et donc, ça demande aussi, et là on sort de toute considération technique, c'est comment est-ce que
dans le shift managérial des collaborateurs, on impulse à un moment donné cette réflexion et cette agilité qui doit permettre ça. Et vraiment, je crois que le mot d'agilité est celui qui s'applique bien aujourd'hui à la manière dont on impulse les choses sur le sujet chez Médiamétrie. Ouais. Non, c'est effectivement intéressant cette approche de se dire que votre protection de l'information, qui est indispensable aujourd'hui avec l'ensemble d'attaques malveillantes qui surviennent en permanence sur Internet, passe aussi par une réduction au final de la data que vous avez, qui est aussi une manière de réduire ton sphère d'attaque, mais aussi de réduire ton attrait. Et je trouve ça intéressant comme paradigme de dire qu'en fait, la protection, c'est pas forcément plus se protéger, c'est peut-être aussi moins s'exposer. Enfin, il y a... En fait, moins s'exposer n'est qu'un des outils de la panoplie de la protection. Oui, mais que j'entends assez rarement. Moi, j'entends plus souvent des gens déployer des trésors d'ingéniosité en se rajoutant des firewalls, des balancers, des machins, des honeypots, des ce que tu veux, plutôt que de se dire, on va essayer d'en faire un peu moins pour moins attirer les gens qui seraient susceptibles de... Ouais, sauf que je peux pas juste dire, on va en faire moins et puis on va être protégé. Oui, bien sûr. Pardon. Donc, c'est dans toute la panoplie des outils qu'on peut mobiliser pour la protection, il y a aussi cet outil-là, il ne faut pas l'oublier. Et je me permets de rebondir sur le sujet de la privacy, c'est que ce que je trouve aussi intéressant dans le RGPD, c'est que dans le RGPD, on a cette obligation, à un moment donné, de minimisation de la donnée. Donc, ne collectez que la donnée personnelle dont vous avez besoin, et le droit à l'oubli, l'effacement des données. Donc, ne conservez pas les données ad vitam aeternam. Mine de rien, c'est assez... Je sais que ça n'a pas été pensé d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sobriété numérique. En revanche, on voit bien que ça a un impact sur la sobriété numérique. C'est-à-dire que le RGPD, qui est pensé sur la protection de la vie privée des individus, a aussi, par ricochet, par les décisions qui ont été prises, un impact sur le fait que les entreprises vont décider de supprimer de la data, de ne collecter que la data dont elles ont vraiment besoin, donc le minimum de data possible, et in fine, à la fois réduire l'exposition des données personnelles qu'elles ont entre les mains, être plus compliant et avoir un impact environnemental réduit. Donc, cet impact-là, ou ce bénéfice-là du RGPD, et compte tenu des enjeux environnementaux qui sont présents aujourd'hui, me semble vraiment intéressant. Ouais. Même s'il n'a pas... Et ce qui est marrant, c'est que ça n'a absolument pas été pensé dans cette optique-là. Mais in fine, ça a ce bénéfice-là aussi. Non, c'est intéressant, parce que moi, je ne l'avais jamais vu, en fait, ce prisme-là. Moi, je suis toujours intéressé de mettre en avant les impacts. Alors, ça va être bizarre à dire. Les impacts positifs des politiques d'éco-conception, parce que ça paraît évident, de faire une éco-conception, c'est un impact positif, parce que tu as moins d'impact carbone. Mais j'ai vu dans un épisode précédent qu'en fait, ça te réduit, mine de rien, quand même, ta facture globale d'hébergement, donc c'est vachement en lien avec tout ce qui est FinOps. On a vu que ça a aussi un impact sur l'accessibilité, qui en général a un impact sur les parcours utilisateurs, sur l'UX pour tout le monde, pas que pour les gens en situation de handicap. Bien sûr. Là, du coup, grâce à toi, on découvre qu'il y a aussi un impact sur la capacité à se protéger et à se défendre, aussi d'une manière, par impact. J'ai envie de dire, en fait, l'éco-conception, c'est ultra bénéfique, en fait. Il n'y a aucun... je crois que c'est ultra bénéfique, ouais. Je crois que c'est ultra bénéfique dans le... Après, c'est une question de volonté d'entreprise. Oui. C'est-à-dire que nous, on a décidé que l'entreprise Médiamétrie, elle doit être éco-responsable, elle doit être éco-citoyenne, et donc penser son rôle en tant qu'acteur économique, mais aussi qu'acteur écologique. Et donc, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on fait ? Mais c'est une volonté... de direction qui est portée par l'ensemble du comité de direction. Maintenant, ça fait sens parce que aussi on a des clients, des partenaires qui sont aussi dans cette dynamique-là, et donc
on s'entraîne les uns les autres sur le sujet. Donc ça a vraiment ce bénéfice-là. Mais en dehors des obligations strictement légales, nous, on n'a personne qui nous pousse vraiment à concevoir. Un petit peu les clients, bien sûr, parce qu'eux ont aussi des obligations, donc on a quand même cet aiguillon-là. Mais, in fine, on pourrait se contenter de faire le minimum requis. Oui, or là, on construit une ambition, et on construit une ambition parce que on a ce rôle sociétal dans l'économie des médias, et qu'on on a décidé qu'on se devait d'être exemplaire par rapport à ce sujet-là. Alors, on n'est évidemment pas parfait, mais personne ne l'est. Donc voilà, il y a encore du travail, il y a des beaux challenges à venir, je pense, parce qu'il va falloir à un moment donné atteindre 2030, ça se rapproche de plus en plus, donc il va falloir qu'on atteigne cet objectif-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie et que en tout cas, l'organisation qu'on a mise en place et ce qu'on essaie d'insuffler aux collaborateurs est bénéfique dans la manière dont on pense les choses. Ouais. Oui, non, là où on voit que le sujet est incarné chez vous, c'est que quand je te disais qu'effectivement vous n'êtes pas producteur de plastique, de pétrole ou de je ne sais quel autre gadget et autres, ta réponse était quand même de dire bah oui, mais on est une entreprise, donc on a un impact carbone quoi qu'il arrive, et donc il faut le réduire. Donc on sent qu'il y a une volonté de se dire bah en fait oui, on est tous pollueurs, on n'a pas besoin d'être total pour avoir besoin de se remettre en question. Et donc c'est là où on sent qu'il y a quand même une incarnation du sujet, parce qu'on voit des acteurs qui sont beaucoup plus qui ont un impact carbone beaucoup plus fort que vous, et qui n'ont pas ce niveau de prise de conscience de leur impact et de travail qui va avec. Je ne chercherai pas à donner de nom. Non, mais je pense qu'il y a une... Ouais, c'est peut-être une question de génération aussi. On a un comité de direction qui est, mine de rien, pas très vieux, alors qui n'est pas composé de perdreaux de l'année non plus, mais qui est pas très vieux, et qui a un petit bien plus peut-être cette conscience-là que d'autres générations. Et donc, dans la manière dont on aborde les choses en termes de responsables d'entreprise, comment est-ce que on construit aussi l'esprit de l'entreprise, la manière dont elle fonctionne autour de ce rôle-là, parce que, encore une fois, on est un acteur économique. Donc, on a des responsabilités vis-à-vis de l'écosystème dans lequel on intervient, vis-à-vis de l'environnement physique dans lequel on intervient. Tout ça a un impact, et donc, pensons-le. Et puis, il y a moi, je trouve qu'il y a aussi des belles opportunités de développement autour de ça. Ouais. Alors, on parle d'éco-conception. Vous êtes quand même une entreprise avec énormément de data scientists, avec énormément de data à disposition. Vu le contexte actuel de l'actualité tech, je me dois forcément de poser la question. Est-ce que, on parlait aussi tout à l'heure d'enrichissement de l'information, est-ce que pour vous, l'IA, il y a des sujets sur lesquels vous bossez, ou est-ce que parce qu'il y a un sujet de consommation aujourd'hui, d'impact environnemental trop fort, du coup, pour vous, c'est des sujets que vous mettez de côté? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez déjà depuis longtemps? Enfin, tu vois, j'imagine qu'il y a quand même ça fait partie de votre ADN aussi, j'imagine, d'une manière ou d'une autre. Ouais. L'IA, quoi qu'il arrive, sera un outil de travail au quotidien de demain. Je pense qu'il y a peu de gens qui doutent de ça. Comment expliquer les choses? Je crois que il faut le penser. C'est-à-dire que l'IA... ça fait un peu penser à De Gaulle sur l'Europe. Ah ouais, d'accord, mais l'IA. Ouais, qu'est-ce qu'on veut faire de cette IA-là? Comment est-ce qu'elle peut avoir un bénéfice pour l'entreprise, et comment est-ce qu'elle sert, à un moment donné, l'entreprise et ses clients? Ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde. Et, on le sait, l'IA a un impact environnemental aujourd'hui qui est absolument quand même catastrophique. Enfin, l'impact carbone de l'IA est très très fort. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que
on est dans une phase exploratoire autour de ça, sur quels sont les besoins auxquels on veut répondre, cet outil, quels besoins peut-il nous permettre de satisfaire, d'un côté, et comment est-ce que on garde notre objectif de moins 50% en 2030, le recours à cet outil-là ne vient pas grever l'ambition qu'on a eue en 2020. Et cette ambition, elle ne bougera pas. Donc c'est 2030, moins 50% par rapport à 2020. L'IA arrive, c'est un outil auquel il va falloir avoir recours parce que, voilà, sinon on sera en retard sur un certain nombre de choses. Donc comment est-ce qu'on pense l'utilisation de cet outil-là, de cette opportunité-là, parce qu'il y a aussi une vraie opportunité avec l'IA, tout en gardant l'objectif de sobriété environnementale. Alors, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas foncé tête baissée sur le sujet et qu'on n'a pas pris voilà, un outil d'IA et qu'on n'a pas foncé tête baissée là-dessus. L'idée, c'est de se dire, encore une fois, c'est de l'éco-conception de la manière dont on va utiliser l'IA. Donc, à quel besoin ça doit répondre ? Parce que ça ne va pas nous faire le café, et, voilà. Donc, voilà. Quels sont les besoins qui doivent être... à quels besoins... comment l'IA peut-elle nous aider à répondre à des besoins ? Et comment est-ce qu'on s'assure d'avoir toujours une sobriété malgré l'utilisation de cet outil-là ? Ou, si on doit... Enfin, comme on va devoir travailler avec ce type d'outil, peut-être à quoi est-ce qu'on renonce d'autre ? Ouais. C'est des choix. C'est des choix. Comme le fait de rapatrier des données d'un pays vers la France parce que c'est moins carboné en France. C'est des choix. Ça a des impacts. Et peut-être que, et très probablement, le choix qu'on fera autour de l'IA, et notre stratégie qu'on construira autour de l'IA, nous imposera de faire d'autres choix qui ne seront pas forcément toujours agréables, mais... pour gagner ailleurs. Pour gagner ailleurs, pour atteindre cet objectif de moins 50% en 2030. Ouais. Après, l'avantage, c'est que c'est un environnement qui est encore très mouvant. On voit de plus en plus de petits modèles apparaître, moins gourmands et compagnie, mais il va y avoir, des avancées de ce côté-là. On est au début de l'histoire. Et je n'imagine pas, compte tenu de la génération qui travaille et qui est plutôt experte sur le sujet et qui est celle qui est beaucoup plus jeune que nous ici, je n'imagine pas cette génération-là ne pas penser cet outil-là sans penser son empreinte carbone. Donc, à partir de là, on peut avoir un petit peu d'espoir aussi sur les évolutions technologiques qui vont arriver et qui vont permettre de faire en sorte que l'outil d'IA soit le moins carboné possible et ne vienne pas foutre en l'air tout ce que on a pu faire et tout ce qu'on a pu mettre en place dans notre stratégie. Ouais. Écoute, c'est top. Merci beaucoup Arnaud pour cette discussion. J'aurais 2 dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y aurait un contenu, une ressource, un livre, un contenu média ou je ne sais quoi que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Moi je peux que conseiller de voir Au service de la France, dont la 2e saison vient d'être mise en ligne. Qui est une série que j'aime beaucoup. Pince sans rire. Oui, c'est... attends, je me souviens, on m'avait expliqué que c'est une rencontre entre The Office et... non, c'est une rencontre entre OSS 117 et... En fait, c'est le même réalisateur que OSS 117. Donc, Hazanavicius. Alors non, c'est pas le réalisateur. Mais du coup, on m'a dit, attends, c'est quoi l'autre série ? Ça doit être le même scénariste, mais il y a un lien avec OSS 117. C'est dans l'esprit d'OSS 117. C'est ça, ouais. Mais c'est une série. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus drôle qu'OSS 117. Oui, ça, on m'avait dit c'est une rencontre entre OSS 117 et le Bureau des légendes. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a un humour pince sans rire avec des références assez subtiles. Et ouais, la 2e saison vient de sortir, donc voilà. Au service de la France, précipitez-vous. On mettra le lien en description. Et la dernière question, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Tabulation. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup Bruno. Et merci à tous d'avoir participé et écouté cet épisode jusqu'au bout.
Voilà, encore un impact inattendu mais positif de l'éco-conception. Donc je pense que c'est clairement un sujet qu'il faut prendre en main. On vous met, comme je l'ai dit tout à l'heure, le site de l'ADEME en lien sur lequel vous trouverez aussi plein de ressources. Et comme toujours, moi je vous remercie de partager ce podcast autour de vous. C'était le premier épisode en partenariat avec Ready for It, donc le salon qui se tient en mai 2024, auquel j'avais participé l'année dernière, auquel je suis extrêmement ravi de participer à nouveau cette année à Monaco. J'espère pouvoir vous y retrouver. On a plein d'épisodes qui sont prévus d'ici mai en partenariat avec Ready for It. Il y aura plein de contenus absolument top qui vont arriver encore. Donc merci à eux de ce partenariat. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.